c'est pas grave. Donc bonsoir à tous et à toutes. Je vous propose donc de passer tout de suite à l'appel des présents. Donc Julie. Monsieur Charles-Alexandre Prokopovitch. Présent. Monsieur Christophe Anck. Madame Agnès Lelanic. Monsieur Conrad Valran. Madame Zora El Basri. Monsieur François Mortier donne pouvoir à Madame Zora El Basri. Madame Nathalie Pastore-Top. Monsieur Thierry Lemans. Madame Marie-France Seyss. Monsieur Philippe Debril. Madame Irène Ferranc. Monsieur Jean-Claude Gavrin. Madame Pascale Demetz. Madame Manuela de Freitas. Madame Marie-Christine Prokopovitch. Madame Valérie Solos donne pouvoir à Monsieur Thierry Lemans. Madame Thécla Ménager donne pouvoir à Monsieur Francis Ménager. Monsieur Nicolas Ledru. Monsieur Marco Gigante donne pouvoir à Monsieur Philippe Debril. Monsieur François Desbouvry donne pouvoir à Monsieur Gaëtan Jeanne. Monsieur Gilbert Amblot. Monsieur Francis Pilois donne pouvoir à Monsieur Christophe Anck. Madame Séverine Rasson. Monsieur Amaury Medji donne pouvoir à Madame Nathalie Pastore-Top. Madame Maryse Legros donne pouvoir à Madame Marie-Christine Prokopovitch. Madame Claude Prince donne pouvoir à Madame Manuela de Freitas. Monsieur Gaëtan Jeanne. Monsieur Francis Ménager. Madame Mélanie Vanove. Monsieur Francis Landré. Mademoiselle Janine Desmulliers. Monsieur Frédéric Powels. Alors, petite précision, Agnès Lelanic me donne pouvoir. Je viens de recevoir le message comme quoi il y a pouvoir. Donc avant de commencer cette séance du conseil municipal, je souhaite, pour débuter ce conseil, rendre hommage à Monsieur Francis Keva, qui est décédé entre les deux conseils municipaux. Conseiller municipal avec Maurice Caudron, de 89 à 1995. Quelqu'un de très impliqué dans le monde associatif, notamment avec la bande dessinée où il était trésorier pendant plusieurs années, également auprès des Papillons Blancs. Donc je pense qu'on pense tous à sa famille, bien sûr à toi Julie, et je souhaite qu'on observe quelques instants de silence en la mémoire de M. Keva. Je vous remercie. Alors, avant de commencer l'examen des délibérations, je ne vous surprendrai pas en évoquant le contexte Covid. La première explication pourquoi il y a tant de pouvoir, c'est parce qu'on souhaite éviter les rassemblements. C'est pour cette raison que beaucoup d'élus ne sont pas présents, qui n'avaient pas de délibération à porter. On essaie d'être le plus exemplaire possible. Je dois le dire que le contexte est extrêmement compliqué. Encore aujourd'hui, on a eu un cas aux accueils de loisirs et une annonce d'un cas aussi dans une classe, en l'occurrence l'école Marie Curie. Tous les jours, plusieurs fois par jour, on a des cas Covid et ensuite les cas contacts. Donc, par exemple, ce midi, des agents du service accueil de loisirs ont appelé toutes les familles de la section concernée pour informer les 22 parents, merci Marie-France, pour qu'ils puissent prendre leur disposition au niveau des tests. Contexte extrêmement compliqué car les annonces du Premier ministre et du ministre de la Santé ne sont pas précises. Il y a un flou, comme dirait Martine Aubry, quand il y a un flou, il y a un loup, et donc on a plein de questions, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on maintient, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Aujourd'hui, aucune décision n'est prise quant à l'annulation des événements, sauf pour les vœux. Il n'y aura pas les vœux à la population le 8 janvier comme la date initialement prévue, parce que ça ne sert à rien
de lancer une cérémonie de vœux, d'engager des frais qui, de toute façon, on aura sans doute une annulation ou un report. Et un report, on va éviter de faire des vœux au mois de mai ou au mois de juin. Je pense que tout le monde en est bien sûr convaincu. On aura sans doute une reprise, la reprise épidémique ne va pas se terminer. On va avoir les fêtes de fin d'année, on aura des clusters. Donc j'en sais très bien que le début de l'année prochaine sera complexe. Donc il n'y aura pas malheureusement de vœux à la population le 8 janvier, comme la date qui avait été prévue. Pour l'instant, les écoles sont ouvertes jusqu'au 18 décembre et on verra après si une semaine supplémentaire de vacances sera faite. Pour une fois, je relais l'appel du président de l'Association des maires du Nord qui demande une circulaire claire de la préfecture. Donc la préfecture a annoncé que ça devrait paraître d'ici quelques jours, sauf que le temps passe et on attend. J'ai entendu que 25% des hôpitaux de France sont en plan blanc. L'hôpital de Roubaix et l'hôpital de Lille, les deux hôpitaux qui nous concernent davantage, sont en plan blanc. Donc j'appelle à la vigilance de chacun et au principe de précaution et d'intérêt aux autres. Au niveau des bonnes nouvelles, parce que nous avons des bonnes nouvelles, la LPA, ça avance. Au niveau de la métropole, les maires et la MEL se discutent pour trouver une solution pérenne. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez une délibération qu'on examinera après concernant la LPA. Nous avons une structure provisoire sur notre territoire. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse ensemble, élus municipaux et élus métropolitains, pour trouver une solution pérenne. Enfin, la dernière annonce du Conseil, qui pour moi est peut-être la plus belle et sans doute l'une des plus belles du mandat, c'est que la ville de Lys, à partir de janvier 2022, aura un ERC. Sur la commune, c'est un espace ressources cancer. C'est un espace qui est dédié aux soins dits de support pour les personnes qui sont victimes de cette maladie, leurs proches, quelquefois aussi les professionnels de santé. C'est un local qui servira pour les discussions, des ateliers, du sport, des différents groupes. On aura ce dispositif de RC à partir du mois de janvier 2022. On sera la seule commune du versant nord-est de la métropole à avoir cet établissement. Et bien évidemment, ce local est mis gracieusement à disposition pour cette association, qui est un dispositif validé par l'ARS, évidemment. C'est une association qui s'occupe déjà de secteurs de différents ERC qui sont par exemple sur Villeneuve-d'Ascq, sur Templeuve ou sur Falampin. Donc je suis très heureux que notre commune puisse accueillir pour le Lissois et pour les villes aux alentours cet établissement. Voilà, une fois passé ces différentes remarques, pour les deux premières délibérations que nous allons avoir lors de ce conseil, je vous demande de bien vouloir accepter l'inscription dans une sorte de mesure d'urgence, mais d'inscription concernant donc la création d'un CIVU et ensuite, l'intention de création d'un CIVU et ensuite les montants des primes allouées lors des cérémonies protocolaires. Donc je vais vous expliquer pourquoi elles ont été inscrites après le débat, après l'envoi de l'ordre du jour. La première, donc intention de création d'un CIVU. C'est pas mon habitude de lire la délibération, mais je pense qu'elle est importante. Ah oui. Alors, avant, effectivement, l'approbation du procès-verbal, excusez-moi, de la séance du 29 septembre. Y a-t-il des remarques, des questions? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, ce qui veut dire que tout le monde... Le procès-verbal, donc adopté à l'unanimité. Donc, je reviens à cette délibération qui n'est pas une délibération engageante, mais qui est plus une délibération d'intention.
Donc à la demande conjointe de la préfecture du Nord, en particulier de monsieur le secrétaire général de la préfecture du Nord, sous-préfet de l'arrondissement de Lille et de la métropole européenne de Lille, la ville de L'Issy-la-Noix, par cette délibération, acte sa participation aux discussions relatives à la création d'un syndicat intercommunal à vocation unique, ayant pour objet la gestion de la fourrière animale, les villes relevant de la LPA de Roubaix. Cette déclaration d'intention ne vaut pas adhésion au SIVU, seule l'éventuelle adoption des statuts par le conseil municipal vaudra adhésion. Donc il vous est demandé d'acter le principe d'une discussion pour la création d'un SIVU. J'ai posé la question parce qu'il y a eu une réunion en début de semaine dernière. Il y avait le président de l'AMEL et le secrétaire général de la préfecture et de nombreux maires qui relèvent de la LPA de Roubaix actuelle. Et donc j'ai posé la question de l'intérêt de cette délibération. L'intérêt, il n'y a pas d'intérêt juridique, c'est vraiment un intérêt d'intention pour qu'ils puissent bien répertorier qui s'engage et qui ne s'engage pas. Et je vais prendre je vais citer le président de la métropole. Il vaut mieux être dans le premier train plutôt que dans les trains suivants pour la création de ce SIVU, parce qu'après il y aura des calculs qui seront extrêmement complexes et qui risquent d'être faits à la défaveur des personnes qui se raccrochent au wagon de tête. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques sur cette intention. D'ailleurs, on l'a même placé en vaut émotion, parce que juridiquement, c'est pas... C'est bien sûr l'approbation des statuts qui a une importance juridique. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Donc, qui s'abstient, qui vote contre? La déclaration d'intention est donc adoptée à l'unanimité. Ensuite, montant des primes allouées lors des cérémonies protocolaires. Donc vous avez le tableau, aucun montant n'a changé. C'est une délibération de forme par rapport au changement de méthode comptable qu'on verra après. On passe de la M14 à la M57 et donc avec ces questions de régie et également la fermeture prochaine. Donc l'année prochaine, ce sera la dernière année de fonctionnement de la trésorerie de la Noix qui est située sur notre commune. Elle fermera donc au 1er janvier 2023. Et donc pour faciliter la gestion, on doit prendre cette délibération. Voilà, y a-t-il les montants, rien n'a changé, hein, sans souci. Donc y a-t-il des remarques sur le fond de la délibération? S'il n'y a pas de remarques, on peut donc passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc nous continuons au niveau du conseil, de l'ordre du jour du conseil municipal. Donc la première délibération, c'est la modification du règlement intérieur. Donc je laisse la parole à Monsieur Le Mans, juste derrière moi. Bonsoir à tous. Merci Monsieur le maire pour me donner la parole sur la modification du règlement intérieur. Donc par délibération, une commission spéciale a été chargée d'élaborer le nouveau règlement intérieur. Et conformément à l'article 6.1 du règlement intérieur du conseil municipal, le maire ou un conseil municipal peut demander la modification du règlement intérieur. Monsieur le maire demande au conseil municipal d'autoriser la commission spéciale à se réunir afin de proposer des modifications du règlement intérieur. Donc, l'Assemblée délibérante sera appelée à se prononcer sur la modification de son règlement intérieur lors d'un nouveau vote. Monsieur le maire. Donc l'objet principal est un objet sans doute annexe, mais qui est important. Le premier objet, l'objet principal, c'est la question de l'assiduité des élus. Alors, nous sommes dans un contexte particulier, donc cette question d'assiduité n'est pas forcément demandée, vu qu'on a demandé le maximum de pouvoir. Mais au niveau de l'exemplarité des élus et aussi des engagements
qui ont été faits lors de la campagne municipale, on souhaite que ce soit inclus dans le règlement intérieur du conseil municipal. Donc là, c'est à la commission de faire des propositions et de trouver des solutions pour ces questions d'assiduité. Ensuite, je pense qu'il y a peut-être des questions sur les procédures d'urgence qui ont été un petit peu modifiées au niveau de la préfecture, qui seront sans doute à ajouter dans ce règlement. Parce qu'un règlement n'est pas forcément gravé dans le marbre, il y a besoin de modifications, régulières. On le verra d'ailleurs avec un autre règlement. Mais voilà la demande principale concernant cette modification de règlement, donc c'est concernant l'assiduité des élus. Alors, y a-t-il des questions ou des remarques? Je pense que ce type de réunion avec les conseillers, l'ensemble des conseillers municipaux et des différents groupes permet justement de trouver les meilleures solutions. Et je remercie par avance, et je le remercierai encore après, M. Lemont pour la gestion de ces groupes de travail qui sont, à mon sens, hyper efficaces. Voilà, donc on peut passer au vote s'il n'y a pas de remarques. Donc qui s'abstient, qui vote contre? La délibération est adoptée à l'unanimité. Donc nous pouvons passer à la partie finance. Donc la décision modificative de crédit numéro 3, donc pas de variation importante, donc des inscriptions de lignes donc pour les 83 000 €. Les concessions et droits similaires, donc ça c'est pour de l'informatique. Ensuite vous avez peut-être une information, un recours à l'emprunt qui diminue de 59 000 € et des subventions d'investissement qui sont chaque année, parce que c'est la dissolution, le retour du CIMERE, donc 64 057 €. Voilà, pour une décision modificative de fin d'année. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Pas de questions, pas de remarques. Nous pouvons passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Alors, première délibération de ce genre depuis fort longtemps. Engagement et mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2022. Autorisation. Donc, comme vous le savez, un budget est voté pour une année. On ne peut pas engager des crédits de l'année suivante avant le vote du budget. Sauf au niveau de l'investissement. Sauf que là, on a deux gros chantiers, et notamment un, qui est l'école maternelle Paul Bert, qui va continuer à avancer avant l'adoption du budget qui se fera au courant mars-avril. Donc il faut bien sûr payer les entreprises. Donc on vous demande de bien vouloir autoriser la commune à payer les entreprises qui interviennent pour le chantier de l'école Paul Bert, donc pour environ 500 000 €, et pour l'éclairage public, donc qui continue, parce que là on est sur des années scolaires et non sur des années civiles, parce que le marché était signé, notifié et signé au mois de juin, donc c'est par année scolaire. Donc pour que l'entreprise puisse avancer et terminer son marché annuel avant le mois de juin, pour anticiper les choses, on vous demande également d'inclure l'éclairage public dans ces autorisations. Et bien évidemment, il y aura un retour qui sera fait en commission finance et puis lors du débat d'orientation budgétaire et lors du vote du budget. Ouais, je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques, là c'est aussi technique, mais comme c'est nouveau. Pas de questions, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Donc nous voici en train d'examiner l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 à compter du 1er janvier 2022. Donc comme nous l'avons déjà dit auparavant, la ville n'est pas obligée de passer à la M57 dès 2022, ce sera obligatoire à partir de 2023. Mais comme nous avons encore la trésorerie et donc le conseil à proximité, on souhaite anticiper les choses et donc passer à la comptabilité M57. Y a-t-il des gros changements?
Non. La seule discussion d'ailleurs qui était importante et qui était faite en commission finance, c'est sur la gestion des dépenses imprévues. Comme il y a un changement de nomenclature comptable, les dépenses imprévues, il n'y a plus d'imputation comme auparavant. Donc la gestion des dépenses imprévues qui permet au niveau de cette nomenclature comptable une dépense de 7,5% des crédits sans en informer le Conseil ou sans procédure budgétaire, ou une information a posteriori, bien sûr. Donc, moi, au départ, j'étais parti sur 0%, parce que j'estime que le changement d'écriture comptable doit être validé par le conseil municipal. Mais je pense que tout le monde en est d'accord, le rôle d'un élu, c'est de pouvoir contrôler les finances de la commune. Sauf que, comme je vous le disais, il n'y a pas possibilité, vu qu'il n'y a pas de charge exceptionnelle, de le faire. Donc on a décidé de passer à uniquement 2%, ce qui est le montant maximal actuel dans ces inscriptions de charges exceptionnelles. On pourrait dire qu'on n'a pas besoin, sauf qu'avec cette crise du Covid, il y a quand même besoin d'avoir ces marges de manœuvre en urgence. On a quand même des conseils tous les trimestres, ce qui est la loi, donc il y a quand même moyen de pouvoir régulariser les choses au fur et à mesure. Et bien évidemment, c'est un engagement et ça permet aussi de fermer aussi les éventuels changements a posteriori quand on prend ce type de délibération maintenant. Si il y a un changement d'affectation en dehors du conseil municipal, les élus membres de la commission finance auront immédiatement dans la journée ou le lendemain les imputations correspondantes pour bien sûr que les choses se passent de manière fluide. Malheureusement, et ça la commission finance, administration générale, personnel et puis vie économique, l'a souligné, il y a quand même de moins en moins de contrôle et de rigueur au niveau de l'État sur ces questions. Un balisage, ça permet aussi de sécuriser la commune, de sécuriser les élus. Le fait de passer aussi en compte unique et puis en compte administratif et compte de gestion, c'est quand même un manque de contrôle à l'avenir. Nous avons la chance d'avoir des élus responsables et d'avoir des techniciens compétents. Ce n'est peut-être pas forcément le cas dans les 35 000 communes de France. Donc attention. On l'a vu sous le mandat dernier, ce qui s'est passé avec la mairie d'Edin, c'est l'exemple qu'on a cité. Il a quand même fallu un certain temps. Donc attention à tout ça et attention à l'État quand il veut simplifier les choses. La simplification c'est bien, mais aussi la responsabilité et le contrôle qui est important. Voilà, je ne sais pas s'il y a des remarques sur ce changement de méthode comptable. En général, ça passionne que les passionnés, évidemment, mais c'est hyper important. C'est les règles du jeu de fonctionnement de la ville au niveau des finances. Et voilà, l'argent, c'est le nerf de la guerre pour pouvoir faire fonctionner la commune. Donc s'il n'y a pas de remarques, on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre. La nomenclature comptable M57 est donc adoptée à l'unanimité. Fixation des durées d'amortissement des biens immobilisés. Donc, alors, je veux dire que c'est une délibération de synthèse, car nous avons des délibérations à partir de 96, 2009, 2012, qui sont regroupées pour avoir une vue unique sur les amortissements de nos investissements et un toilettage, parce que par exemple il y avait des machines à écrire ou des cassettes. Bon, ça on a bien sûr on n'a pas forcément l'objectif d'acheter des machines à écrire ou des cassettes. Mais bon, ceci dit, donc il n'y a pas de grands changements. On a regroupé certaines choses. Et avec une alerte tout de même sur la rénovation sur les biens historiques et culturels, car la comptabilité M57 n'est pas forcément précise sur les bâtiments, sur certains types de bâtiments, et notamment pour nous, l'église Saint-Luc,
où il y a des questions de travaux et de remarques au niveau de l'amortissement. On n'a pas encore toutes ces réponses, à partir de quand il faut les prendre. Et faire toute la comptabilité de l'église Saint-Luc depuis 1905, ça va prendre un certain temps. Donc on a encore des demandes et des réponses à avoir auprès des services de l'État. Voilà, je ne sais pas s'il y a des remarques. Non plus. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, adoption du règlement budgétaire et financier, donc règlement que vous avez eu en annexe. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de remarques, c'est un petit peu mes propos aussi sur le dernier, sur la délibération précédente. Voilà, je ne sais pas s'il y a des remarques. Non, pas de remarques, on peut passer donc au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, expérimentation du compte financier unique, signature d'une convention avec l'État. Donc, à partir du 1er janvier 2022, nous vous proposons donc de passer au CFU, c'est-à-dire la fusion du compte de gestion et du compte administratif. Donc, lors des débats budgétaires, il y aura une délibération en moins. Il y en aura une au lieu de deux sur cette question. Par contre, on ne sait pas si le maire doit... j'ai toujours pas eu la réponse, il faut que je me renseigne, mais si le maire doit sortir pour le CFU ou pas. Non, parce qu'il n'y a plus de contrôle entre deux. Donc on verra bien, ça. Mais on restera toujours sur le compte. Donc il y aura bien sûr un compte de gestion pour l'année 2021 qui sera à examiner et un compte administratif à examiner lors des séances budgétaires de 2022. Y a-t-il des remarques, des questions? Non, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Donc, emploi avances sur subvention à l'association Mission Locale pour 2022. Donc, vous connaissez tous les avances sur subvention. C'est pour que les associations puissent avancer et avoir de la trésorerie pour le début de l'année avant le vote du budget. Donc on vous propose une avance de 14 000 € sur la subvention de la mission locale. J'informe que Mme Ferranc et Mme Cesse ne peuvent pas voter, comme elles sont représentantes de la commune à l'organisme, et c'est pour ça que je présente la délibération, non pas que je veuille tout représenter, mais avec ces règles de forme pour les intérêts, je ne sais pas trop quoi, parce que c'est extrêmement compliqué. Les conflits d'intérêts, pour les conflits d'intérêts, la personne qui siège au nom de la commune ne peut pas présenter la délibération, donc c'est pour ça que je présente cette délibération. Et la suivante aussi. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non plus, on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, avance sur subvention pour l'association Espoir. Donc 20 000 € pour pour le début de l'exercice 2022. Donc ne peuvent pas voter M. Debrul, M. Desbouvry, Mme Ferranc, M. et Mme Ménager et M. Pilois Francis. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non plus, donc on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Donc là, avance sur subvention à l'association amicale du personnel. Donc on vous propose une avance de 5 000 € pour la subvention de l'amicale. Pas de questions, pas de remarques. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Alors, convention de la ville de Lissé-la-Noix sur la crémation des corps exhumés et des sépultures avec la métropole. Monsieur Le Mans. Oui, merci, monsieur le maire. Concernant la convention avec la métropole européenne de Lille sur la crémation des corps exhumés et des sépultures reprises par la commune, en fait, cette convention arrive à échéance à la fin du mois de décembre. Il convient donc de la renouveler à compter du 1er janvier 2022.
Donc la dite convention est annexée, c'est l'annexe 4 si vous voulez bien, à la présente délibération. Après examen en commission municipale, finances, ressources humaines, administration générale, développement économique, il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention telle que proposée et à faire exécuter les modalités de cette convention. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Alors, Monsieur Lebon, je vais vous redonner la parole dans quelques instants. Nouveau règlement général du cimetière communal, comme nous l'avions dit lors de la création de ce groupe de travail, il y avait un besoin, et je pense que c'est justifié, peut-être que dans les propos que nous allons entendre, on pourra l'entendre également. À partir d'un certain temps, il y avait une sédimentation des articles, il a fallu tout revoir, tout refaire pour clarifier les choses, et je pense aussi que c'est un excellent travail, mais je vais laisser la présentation à M. Lemont. Bien, donc pour le nouveau règlement général du cimetière communal, permettez-moi de vous présenter un peu les travaux de cette commission qui s'est réunie l'été dernier par 2 fois par une visite complète de 2h30 par petit groupe du cimetière. Chacun a pu faire part de son ressenti et des problématiques posées. 6 séances pour une vingtaine d'heures ont été nécessaires pour élaborer ce nouveau règlement général du cimetière, puisque nous rentrons dans un changement de génération concernant les monuments, les cavurnes et la crémation. Donc ce nouveau règlement du cimetière, après quelques articles de présentation que vous trouvez en annexe 5, tourne autour de 3 axes principaux. Premier axe, les droits et obligations du concessionnaire. Le deuxième axe, les obligations des entreprises et entrepreneurs et la responsabilité de la municipalité. Je tiens ici présentement à remercier tous les membres de la commission pour le travail et l'implication, leur expérience à chacun pour résoudre, pour vous présenter ce nouveau règlement général du cimetière qui auparavant comptait 39 articles et qui aujourd'hui en contient 90. Je tenais aussi à remercier personnellement Mme Ferrand pour m'avoir secondé dans cette lourde mission, mais qui fut très intéressante néanmoins. Donc, vu la délibération numéro 2020-105 du Conseil municipal du 9 décembre 2020, et après examen en commission spéciale pour l'élaboration du nouveau règlement, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le nouveau règlement général du cimetière communal joint en annexe numéro 5. On va éviter la lecture des 90 articles. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce groupe de travail, sur ce règlement? S'il n'y a pas de remarques, je tiens à dire que voilà, ce type de groupe de travail et de commission ad hoc sont bien sûr à renouveler pour tous les sujets nécessaires. Ça permet d'avancer, que ce soit avec l'ensemble des élus, mais aussi avec les techniciens qui travaillent sur les sujets relatifs à ces commissions. Trouve vraiment un intérêt. On trouve toujours la meilleure solution pour avoir des solutions opérationnelles, parce que quelquefois avoir des réunions et des articles, c'est compliqué, parce qu'on veut écrire. Là, je pense que c'est très clair. Même s'il y a plus d'articles, c'est pour justement que ça soit bien plus compréhensible et il n'y a pas de redite. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Là, je vous propose maintenant, je vais laisser la parole à M. Hanck, convention bilatérale entre les villes de L'Isle-et-Lannoy et le Touflers. Bonsoir. Donc, je vous présente une convention entre les villes de Touflers et L'Isle-et-Lannoy pour le remplacement des luminaires de l'éclairage public du clos de la Petite-Chapelle. Ce lotissement à cheval sur L'Isle et Touflers dispose actuellement d'un éclairage à lampe à haute pression. Les villes souhaitent passer sur un éclairage à LED pour améliorer les performances énergétiques. La ville de Touflers s'engage donc à faire procéder au remplacement de l'éclairage public actuel par 16 lanternes LED
et de s'inscrire dans une demande de fonds de concours et également de valoriser les C2E engendrés par ce changement. La ville de l'Isle-et-Lannoy versera en contrepartie une participation financière à hauteur de 50%, le lotissement étant réparti de manière égale entre Lys et Touflers. Pour information, le coût de remplacement de cet éclairage s'élève à 6 295 €. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette convention ? Je propose qu'on... Juste une petite remarque, c'est pas parce que la presse a fait un article sur les luminaires qu'on passe cette convention, vu qu'elle était déjà passée à Touflers auparavant. Voilà. Mais ça prouve aussi qu'on continue le remplacement de nos lanternes et on réussira sans doute à passer à 100% de l'éclairage LED avant 2026. Voilà, donc, on peut donc passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre ? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc maintenant, je vais passer la parole à Madame Pastoret pour la convention de coopération entre pouvoirs adjudicateurs relative à la réalisation de plantations dans le cadre du volet boisement de la stratégie renforcement des trames écologiques du territoire métropolitain. Le titre vient de la MEL. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, comme le disait Monsieur le maire, s'inscrivant dans la stratégie métropolitaine de boisement, devenue stratégie de renforcement des trames écologiques du territoire métropolitain, la ville souhaite aménager et valoriser ses espaces verts en faveur d'une démarche de préservation de la biodiversité. À ce titre, la MEL et la commune de l'Isle-et-Lannoy, au titre de leurs compétences respectives, ont émis la volonté de coopérer en formalisant leur accord par une convention. La commune de l'Isle-et-Lannoy et la MEL ont identifié un espace communal dont l'aménagement boisé permettrait d'encourager une démarche globale en faveur de la biodiversité. Donc la parcelle dont elle est propriétaire en accord avec la MEL sur la pertinence de cet espace, c'est donc la ferme du Gauquier, espace de la ferme, la parcelle AD 233. La durée de la convention est fixée à 2 ans, d'automne 2021 à décembre 2023. Donc, je vous invite à voter votre accord sur cette convention entre la MEL et la ville de l'Isle-et-Lannoy. Donc le projet, c'est d'implanter sur une partie du terrain, bien sûr pas l'ensemble, un verger sur la ferme du Gauquier. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Pas de questions, pas de remarques. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre ? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vais repasser la parole à M. Hanck concernant le schéma de mutualisation, convention entre la métropole européenne de Lille et les communes sur le volet urbanisme. Oui, donc là, une convention entre la MEL et la ville de l'Isle-et-Lannoy. À partir du 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de 3500 habitants doivent être en mesure de recevoir et d'instruire les autorisations d'urbanisme par voie électronique. Donc pour répondre à cette évolution de la réglementation, un guichet numérique est mis en place. La MEL nous propose 4 outils. Une prestation de service guichet numérique au travers du logiciel Geoxalis pour une gestion numérique des ADS, un service d'instruction des ADS, un service d'instruction des autorisations des affichages extérieurs, c'est-à-dire enseignes et panneaux publicitaires, et un service dématérialisé des procédures de participation du public. C'est les enquêtes publiques. La mairie a décidé de prendre sur ces 4 outils la prestation de services guichet numérique. Donc on n'a pas beaucoup de choix de faire autrement. Et également la 3e option, donc le service d'instruction des autorisations des affichages extérieurs. Le coût de la première option s'élève pour la commune à 1 178,38 € hors taxes par an. Quant à l'option pour l'instruction des autorisations des affichages extérieurs, le coût sera suivant le nombre d'actes, mais il s'élève à 168 € par acte.
L'accompagnement dans l'exercice des pouvoirs de police du maire dans ces procédures, en cas de dispositif en infraction, s'élève à 76 € hors taxe, également par acte. Quelqu'un a-t-il des remarques sur cette convention ? Le CIVU reste, il y a toujours un intérêt au niveau du CIVU qui est pour l'instruction. Là, c'est pour la mise à disposition de l'outil, et notamment ce qui va surtout nous concerner au début, c'est les DIA, donc les déclarations d'intention d'aliéner, qui seront envoyées par les notaires, sans doute plus sous forme postale, parce que ça a quand même un certain coût. Y a-t-il d'autres questions ? Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc je vais passer la parole à M. De Bruyne. Oui, bonsoir. Alors c'est pour vous présenter le collectif citoyen lissois. Cette association a pour objet d'animer le quartier, de créer du lien entre les habitants, rassembler les habitants autour de projets et de garantir de la place des habitants dans les différentes instances de la ville et de créer un espace de proposition et d'initiative pour le quartier en politique de la ville. Après examen en commission politique de la ville et renouvellement urbain, il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association collectif citoyen lissois. La dépense sera imputée sur les crédits prévus au budget primitif 2021. Y a-t-il des questions, des remarques ? Oui, Mme Valov. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, bonsoir. Je prends la parole au nom du groupe des élus Agir Ensemble. Donc, lors de la préparation de ce conseil municipal, nous sommes interrogés sur le collectif citoyen lissois et certaines de nos questions restent sans réponse. Cette association a été créée le 11 octobre 2021. L'objectif de cet asso, donc vous l'avez rappelé, est d'animer le quartier, créer un lien entre les habitants, rassembler les habitants autour d'un projet, garantir la place des habitants dans les différentes instances de la ville, créer un espace de proposition d'initiative pour le quartier en politique de la ville. On a retrouvé dans le dossier central du LIS Info de mai-juin un rappel de la loi Lamy qui instaure effectivement une nouvelle géographie prioritaire, rend obligatoire la constitution d'un conseil citoyen. Ça paraît pas forcément très simple à réaliser. Donc un collectif citoyen était alors en cours de constitution et devait recevoir le label du préfet. On suppose que les deux sont liés. Pourriez-vous nous dire si ce collectif citoyen a déjà reçu le label du préfet et a-t-il pour vocation de remplacer l'ancien conseil citoyen ? C'est vraiment des interrogations parce qu'en discutant avec les élus qui n'étaient pas présents à la commission, nous n'avons pas su répondre à ces questions, donc on vient vers vous. Alors, pour la labellisation, on n'a pas encore ce retour officiel. Par contre, pour le remplacement du collectif du Conseil citoyen, effectivement, oui. Parce que le Conseil citoyen, sous la forme précédente, il y a eu de nombreux soucis et la préfecture est au courant. Donc, c'est pour ça qu'au lieu de reprendre un Conseil citoyen, il y a la création d'un nouveau. Et pour la procédure de l'ancien, c'est la préfecture qui a la main également. Mais bien évidemment, en commission, et si vous le souhaitez, auparavant, dès l'information de la préfecture, on vous tiendra au courant. Donc bien évidemment, c'est pour remplacer l'ancien conseil citoyen. La délimitation du quartier est bien le quartier en politique de la ville, donc côté Longchamp. C'est ça. Ok, merci. Donc, il n'y a pas de modification du périmètre de quartier politique de la ville, même si j'ai demandé à la préfecture de pouvoir étendre ce périmètre sur le territoire lissois. Mais la refonte des quartiers en politique de la ville ne se fera pas en 2022 ni 2023, on sera plus sur 2025-2026. Ok, merci. Donc le groupe Agir Ensemble va se positionner pour. Très bien, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Toujours pour M. Debreu, contrat unique politique de la ville. Oui, donc le contrat unique, c'est un contrat qui est renouvelé depuis des années. Donc ça
ça comporte le soutien au développement économique et le renforcement de l'accès à l'emploi par l'amélioration du processus d'insertion professionnelle. Soutenir les parcours scolaires afin de pallier les handicaps des jeunes en difficulté en favorisant la réussite éducative. Assurer des conditions de vie paisibles par l'amélioration du cadre de vie et le renforcement des dispositifs de sécurité et de prévention de la délinquance. Faciliter la vie des habitants au quotidien en renforçant la proximité de l'équité dans l'accès aux ressources et de la collectivité. Renforcer la solidarité en direction des publics les plus démunis, isolés, tout en promouvant le vivre ensemble. Alors vous avez toute une liste d'actions qui sont menées. Et par contre, il y a deux nouveautés. C'est l'été lissois et le bus à Biclou. Alors le bus à Biclou, c'est une association qui a amené réparer des vélos de jeunes lissois. Et l'été lissois, ça sera une manifestation qui aura lieu l'été prochain dans le quartier des Longchamps, dans le cadre de la politique de la ville. Et comme le terme quartier d'été est déjà très réglementé, c'est pour ça qu'il n'est pas indiqué quartier d'été, mais ça reprend, ça reste sur les mêmes bases. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non, donc on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc toujours pour M. Lévril, convention de partenariat entre la ville de Lys et le centre social des Trois-Villes. Oui, c'est toujours le même principe, c'est une convention qui est renouvelée depuis des années. Donc ça permet au soutien aux compétences parentales, développement des actions culturelles, développement de la mobilisation et de la participation des habitants, appropriation du cadre de vie, développement des solidarités, insertion socio-professionnelle des jeunes et adultes, promotion de la santé, accompagnement des seniors, développement durable et citoyenneté. Voilà, donc on peut passer au vote s'il n'y a pas de questions. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Madame Cesse, à compte de subvention pour le GEC Saint-Luc. Bonsoir à tous. Donc cette délibération concerne l'école Saint-Luc et son organisme de gestion, donc l'OGEC. Nous avons voté au précédent conseil municipal le forfait communal annuel et pour éviter en début d'année 2022 des problèmes de trésorerie à l'OGEC, il convient donc de prévoir un acompte de 70 000 euros sur la subvention qui sera attribuée pendant l'année 2022. Donc le but de cette délibération est juste de demander d'autoriser le versement de cet acompte. Y a-t-il des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc toujours pour Madame Cesse, convention de partenariat entre l'association Les Petits Chaperons Rouges et la ville de Lys. Donc, à nouveau, une délibération qui concerne cette crèche intercommunale, les Chaperons Rouges. Au dernier conseil municipal, on avait voté une délibération qui permettait d'intégrer le contrat enfance-jeunesse de Toufflers, la réservation des 5 places pour la ville de Lys-Lanois, étant donné que le dispositif CEJ était terminé pour nous. En attendant l'entrée dans le nouveau dispositif, la CTG, Convention territoriale globale. Ces sommes, ce financement concernant ces 5 places maintenant sera versé directement à l'établissement lui-même, c'est-à-dire les Chaperons Rouges, sous la forme maintenant d'un bonus territoire, étant donné que nous ne bénéficierons plus de ce financement. En conséquence, il s'agit de modifier le prix du berceau et d'établir une nouvelle convention. Donc cette nouvelle convention qui vous est demandé d'être votée abroge et remplace la précédente qui datait du 22 avril 2008 et qui avait été prise à l'époque avec le CCAS. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non plus. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, renouvellement d'adhésion de la ville de Lys-Lanois à l'Uracen, je laisse la parole à Madame El-Basri. Bonsoir à tous.
Alors, la délibération concerne le renouvellement de l'adhésion entre la ville de L'Isle-et-Lannoy et l'Union régionale des associations culturelles, l'URACEN. L'équipe municipale souhaite poursuivre son soutien au développement de la vie associative locale par la mise en œuvre d'actions d'information de proximité, ainsi qu'un soutien en matière d'aide à la médiation culturelle. Et à ce titre, il est demandé au conseil municipal de pouvoir renouveler l'adhésion entre l'URACEN et la ville de L'Isle-et-Lannoy. L'adhésion annuelle est de 500 €. Donc après examen et après échange évidemment en commission animation, il est demandé aux membres du conseil municipal de renouveler la signature de la convention entre la commune et l'Union régionale des associations culturelles et éducatives du Nord-Pas-de-Calais, l'URACEN, et d'inscrire les dépenses au budget de l'année concernée. Il des remarques? Pas de questions, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Donc maintenant je vais laisser la parole à Madame Demey pour la présentation du rapport d'activité de la commission communale d'accessibilité. Bonsoir. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose que le rapport d'activité de la CCA soit présenté au conseil municipal et ensuite envoyé aux préfectures. En 2021, la CCA s'est réunie 2 fois. Les actions handicap suivantes ont été validées en CCA. ACO. Une solution d'accessibilité du public sourd ou malentendant a été présentée en CCA et adoptée par la commune. En janvier 2021, mise en route de l'agenda 22 pour la période 2021-2026. Les versions 2014-2020 et 2021-2026 sont sur le site internet de la commune à la rubrique Solidarité handicap. Participation de la ville au réseau de référents handicap de la MEL. Le dernier rendez-vous concerné ACO a eu lieu le 19 octobre 2021 à Seclin. Rencontre avec l'association des auxiliaires des aveugles du Nord. Cette association cherche des bénévoles désirant offrir de leur temps et rompre la solitude des personnes déficientes visuelles, aveugles ou malvoyantes. L'information a été publiée dans le LIS-Info. Madame Magali Elias, directrice du CCAS, est intervenue en CCA et nous a présenté le nouveau registre des personnes vulnérables. Présentation au CCA de la complémentaire santé solidaire. Le dispositif a été communiqué aux Lissois par le LIS-Info. Le rapport d'activité de la CCA 2021 sera sur le site internet de la commune à la rubrique Solidarité handicap. Merci. Merci Pascal pour cette présentation et pour tout le travail qui est fait. Y a-t-il des questions sur ce CRAC qui n'appelle donc pas de vote? S'il n'y a pas de questions, je vous souhaite un joyeux Noël par avance et de bonnes fêtes de fin d'année les plus sereines possibles. Je vous remercie. Bonne soirée.